Il existe des artistes dont la vie ne ressemble pas simplement à une succession d'événements, mais à une lutte permanente entre la lumière et l'obscurité. Des artistes chez qui la création n'est pas un choix, mais une nécessité vitale, presque une question de survie. Mano Solo faisait partie de cela. Dès les débuts de son parcours, il ne s'est jamais contenté de faire de la musique comme un simple métier ou un divertissement. Chez lui, chaque note, chaque parole, chaque image était liée à une tension intérieure profonde. Une tension entre la volonté de vivre et la conscience constante de la fragilité de la vie. Il ne cherchait pas à embellir la réalité, ni à la rendre plus acceptable. Au contraire, il la montrait telle qu'il la ressentait, brute, parfois violente, souvent douloureuse, mais toujours profondément humaine. Son œuvre n'est pas née dans le confort ou la stabilité, mais dans le chaos émotionnel, dans les blessures personnelles et dans une lucidité parfois difficile à supporter. Très tôt, il a compris que la création artistique pouvait devenir un moyen d'exprimer ce que les mots ordinaires ne parvenaient pas à dire. Et c'est précisément ce qui a façonné toute son identité artistique. Mais réduire Mano Solo à sa musique serait une erreur. Il était aussi un dessinateur, un poète, un narrateur du réel. Son univers ne se limitait pas à la scène musicale. Il s'étendait au dessin, à l'écriture, à la performance et même à des formes de création collective. Tout ce qu'il touchait devenait une extension de son monde intérieur. Cependant, ce monde intérieur était loin d'être paisible. Il était marqué par des conflits, des pertes, des addictions, mais aussi par une conscience aiguë de la mort et du temps qui passe. Cette conscience, loin de le paralyser, est devenue l'un des moteurs principaux de son œuvre. Là où beaucoup auraient choisi le silence ou l'évitement, lui a choisi la transparence totale. Et c'est ce choix qui a bouleversé ceux qui l'ont découvert. Car écouter Mano Solo, ce n'était pas simplement écouter des chansons. C'était entrer dans un espace où les émotions n'étaient jamais filtrées, où la douleur n'était pas cachée derrière des métaphores rassurantes, où la joie elle-même semblait toujours fragile, comme sur le point de disparaître. Cette sincérité radicale a façonné une relation unique entre lui et son public. Une relation basée non pas sur le spectacle, mais sur une forme de vérité partagée. Mais pour comprendre comment un tel artiste a pu émerger, il faut revenir au début, à son enfance, à son environnement familial et aux premières fissures qui ont marqué sa construction personnelle. Car rien, dans son parcours, n'a été linéaire ou simple. Son histoire commence dans un univers intellectuellement riche mais émotionnellement instable. Un univers où la liberté d'expression côtoyait en permanence les tensions familiales, les ruptures et les déséquilibres affectifs. Et c'est dans ce contexte que s'est formée sa sensibilité artistique si particulière. Très tôt, il se retrouvait attiré par des formes d'expression qui sortaient des cadres traditionnels. La musique punk, la rue, les cercles artistiques alternatifs. Tout ce qui exprimait une forme de révolte ou d'urgence résonnait profondément en lui. Mais cette révolte n'était pas seulement sociale ou esthétique. Elle était aussi intime. Elle venait de l'intérieur. Au fil du temps, cette intensité émotionnelle a commencé à définir son rapport au monde. Une intensité qui allait devenir à la fois sa force et son fardeau. Car derrière l'artiste engagé, derrière le musicien charismatique, il y avait aussi un homme confronté à ses propres limites, à ses propres blessures et à une réalité médicale qui allait bouleverser son existence entière. Ce n'est donc pas simplement l'histoire d'un musicien que nous allons explorer ici. C'est celle d'un parcours humain extrême, où la création devient une manière de résister à l'effondrement, et où chaque œuvre semble porter en elle une lutte silencieuse contre le temps. Une histoire où la musique, la douleur, la révolte et la vie elle-même deviennent indissociables. Et c'est précisément dans cette tension permanente que réside toute la singularité de Mano Solo. Enfance et origine. L'histoire de Mano Solo commence dans un environnement qui, sur le papier, pourrait sembler privilégié sur le plan intellectuel et culturel, mais qui, dans la réalité intime, est beaucoup plus complexe et instable qu'il n'y paraît. Il naît le 24 avril 1963 à Châlons-sur-Marne, aujourd'hui Châlons-Champagne, dans une famille profondément ancrée dans le monde de la création et de l'engagement. Son père, le dessinateur Cabu, est déjà une figure importante de la presse satirique française, connu pour son trait incisif et son humour engagé. Sa mère, Isabelle Monin, est journaliste et militante, très impliquée dans des causes politiques et écologiques. Dès les premières années de sa vie, Mano Solo évolue donc dans un univers où les idées, la critique sociale et la liberté d'expression ne sont pas des concepts abstraits, mais des éléments du quotidien. La maison familiale est connectée à l'univers de la presse satirique, notamment autour de structures comme Charlie Hebdo et de l'esprit irrévérencieux de journaux comme Harakiri. Cela signifie qu'il grandit dans une atmosphère où l'autorité est constamment questionnée, où l'on apprend à penser par soi-même et où l'art est vu comme une forme d'engagement. Mais cette richesse culturelle ne suffit pas à créer un équilibre affectif stable.
Très tôt, la vie familiale de Mano Solo est marquée par des tensions internes. Le couple de ses parents finit par se séparer en 1976, alors qu'il est encore adolescent. Cette rupture n'est pas simplement un événement administratif ou logistique. Elle constitue un véritable choc émotionnel qui laisse une empreinte durable dans sa construction personnelle. Après le divorce, les relations avec son père deviennent de plus en plus complexes. La figure paternelle, pourtant importante sur le plan public et artistique, est décrite comme distante, parfois difficile à atteindre sur le plan émotionnel. Cette distance crée une forme de fracture intérieure chez le jeune Mano, qui grandit avec un sentiment d'incompréhension et de déséquilibre affectif. À l'inverse, il développe une relation plus proche avec sa mère, avec laquelle il semble partager une sensibilité plus directe. Mais même ce lien, bien que plus chaleureux, ne parvient pas à combler entièrement les manques affectifs qu'il ressent. Dans ce contexte, Mano Solo grandit avec une forme de tension intérieure constante. Il évolue entre deux mondes, celui de la culture intellectuelle et artistique héritée de ses parents, et celui d'une instabilité émotionnelle qui commence déjà à façonner sa perception du monde. À l'adolescence, cette instabilité commence à se traduire par des choix de vie radicaux. Plutôt que de suivre un parcours scolaire classique, il s'en éloigne progressivement. Vers l'âge de 15 ans, il quitte le système scolaire. Ce départ marque un tournant important. Il sort du cadre institutionnel pour entrer dans un univers beaucoup plus libre, mais aussi beaucoup plus risqué. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'immerger dans la scène underground parisienne. Il découvre un monde parallèle, loin des structures traditionnelles, où la musique, la rue et les communautés alternatives deviennent des espaces d'expression essentiels. Parmi les influences les plus importantes de cette période, le mouvement punk occupe une place centrale. Le punk n'est pas seulement un style musical pour lui, c'est une attitude, une manière de penser et de vivre. Une forme de révolte contre les normes établies, contre les attentes sociales et contre les structures perçues comme oppressives. Dans cet univers, il trouve quelque chose qui correspond à son état intérieur, une énergie brute, parfois chaotique, mais profondément sincère. Très jeune, il commence à s'impliquer concrètement dans la musique. Il rejoint un groupe punk appelé les Chihuahuas, où il joue de la guitare. C'est sa première véritable expérience de scène et de création collective. Même si ce projet reste encore amateur, il représente une étape fondatrice dans son parcours artistique. Mais cette immersion dans la scène punk s'accompagne aussi d'une exposition à des environnements plus extrêmes. C'est durant cette période que Mano Solo entre en contact avec la drogue, notamment l'héroïne. Cette consommation n'est pas un simple épisode isolé. Elle s'inscrit dans une spirale qui aura des conséquences durables sur sa vie personnelle, physique et artistique. Elle devient à la fois une échappatoire et une source de destruction progressive. En parallèle de la musique, il développe également une pratique artistique visuelle. Il dessine, peint, expérimente différentes formes d'expression graphique. Sous le pseudonyme Bordon, inspiré d'une chanson de Buzzcock, il explore un univers visuel qui complète sa démarche musicale. Cette dimension visuelle n'est pas secondaire. Elle est essentielle dans sa construction artistique. Mano Solo ne se voit pas uniquement comme musicien, mais comme un créateur global. Il réalise lui-même des pochettes d'albums, participe à des projets collectifs et cherche à fusionner les différentes formes d'art en une seule expression cohérente. Ce mélange entre musique et art visuel montre déjà une caractéristique importante de son identité, le refus des limites strictes entre les disciplines artistiques. Mais derrière cette effervescence créative, sa vie personnelle reste marquée par une fragilité croissante. L'absence de stabilité familiale, les tensions émotionnelles, la consommation de drogue et l'intensité de la scène underground créent un environnement où les repères traditionnels disparaissent progressivement. Pour Mano Solo, la création devient alors plus qu'une passion. Elle devient une nécessité. Chaque dessin, chaque chanson, chaque performance est une manière de donner une forme à ce chaos intérieur. Une manière de transformer une souffrance diffuse en quelque chose de visible, de partageable. C'est dans cette période de formation, entre adolescence et début de l'âge adulte, que se construit la base de ce qui deviendra plus tard son œuvre artistique. Une œuvre profondément marquée par l'urgence, l'émotion brute et la confrontation directe avec la réalité. Et c'est précisément cette base qui permettra, quelques années plus tard, l'émergence d'un artiste unique dans le paysage musical français. Le choc du diagnostic et la transformation artistique. La trajectoire de Mano Solo prend un tournant irréversible lorsqu'il apprend qu'il est séropositif. Ce moment ne représente pas seulement une annonce médicale, mais une rupture profonde dans sa manière de percevoir le monde, son corps et surtout son avenir. Dans les années 1980, le VIH-Sida est encore entouré d'une immense peur sociale. Les connaissances médicales sont limitées, les traitements encore expérimentaux ou inexistants, et le diagnostic est souvent perçu comme une condamnation à court terme.
À cette époque, recevoir une telle nouvelle ne signifie pas simplement vivre avec une maladie chronique, mais faire face à une incertitude radicale sur la durée de sa propre vie. Pour Mano Solo, ce choc est brutal. Il le décrit plus tard comme un basculement instantané, un moment où tout ce qu'il pensait stable disparaît en une seconde. Ce n'est pas uniquement la peur de la mort qui s'impose, mais aussi une sensation de perte globale, perte de liberté, perte d'innocence, perte de projection dans le futur. Ce diagnostic agit comme un point de fracture intérieure. Il marque le début d'une nouvelle relation à lui-même, à son corps et à sa création artistique. Là où beaucoup auraient choisi le silence, l'isolement ou la dissimulation, lui fait un choix radicalement différent. Il transforme cette réalité en matière artistique. C'est à partir de ce moment que sa création prend une dimension totalement nouvelle. La maladie ne reste pas un élément périphérique de sa vie, elle devient un axe central de son expression. Elle traverse ses textes, ses chansons, ses performances et même sa manière de se présenter sur scène. Mais cette transformation ne se fait pas immédiatement sous la forme d'un chanteur accompli. À ce stade, Mano Solo est encore en construction artistique. Il explore, cherche, expérimente. Il n'a pas encore trouvé pleinement sa voix musicale, mais il commence à comprendre que son vécu personnel peut devenir un langage artistique à part entière. Cette prise de conscience est fondamentale. Elle signifie que son art ne sera plus seulement une recherche esthétique ou un exercice de style, mais une tentative de dire quelque chose de profondément vécu. Une tentative de rendre audible ce qui est souvent tu. Dans les années qui suivent son diagnostic, il continue à évoluer dans les milieux artistiques alternatifs, entre musique, dessin et performance. Mais quelque chose a changé de manière irréversible, la conscience permanente de la fragilité de la vie devient une présence constante. Cette conscience modifie son rapport au temps. Chaque instant prend une intensité différente. Chaque création devient plus urgente, comme si elle devait être faite maintenant, sans attendre. Progressivement, cette urgence intérieure va le pousser vers la scène. Jusqu'alors, Mano Solo était surtout dans l'ombre. Il écrivait, dessinait, participait à des projets, mais n'occupait pas encore pleinement le rôle de chanteur-interprète. Ce basculement va se produire au début des années 1990. Il commence à se produire dans de petites salles, dans des lieux intimistes comme le théâtre du Tourtour à Paris. Ses premières scènes sont essentielles, car elles lui permettent de tester une nouvelle forme d'expression. La parole directe, incarnée, portée par la voix. Sur scène, il n'est plus seulement un créateur parmi d'autres formes d'art. Il devient un narrateur de sa propre existence. Ses textes ne cherchent pas à masquer la réalité. Ils l'exposent. Il parle de marginalité, de solitude, d'addiction, de douleur, mais aussi d'une forme de lucidité intense sur le monde qui l'entoure. Ce qui frappe immédiatement ceux qui l'écoutent, c'est l'absence de filtre. Sa voix n'est pas lisse, elle est rugueuse, parfois cassée, mais elle porte une authenticité rare. Chaque mot semble chargé d'une expérience réelle, vécue. C'est également à cette période qu'il commence à être influencé par des formes littéraires plus profondes. Des écrivains comme Blaise Cendrars nourrissent sa manière de raconter, en introduisant une dimension poétique et narrative plus structurée dans ses textes. Peu à peu, il construit une identité artistique hybride entre chansons, poésie et témoignages bruts. Cette évolution aboutit à la naissance de son premier album, La Marmaille nue, qui marque son entrée officielle dans le paysage musical. Ce projet ne ressemble pas à un album classique de variété. Il s'agit plutôt d'un récit fragmenté, traversé par des thèmes difficiles, la vie en marge, la rue, la douleur, la maladie, la mort, mais aussi une forme d'énergie vitale persistante. Le succès de cet album surprend autant qu'il marque les esprits. Il ne repose pas sur des codes commerciaux traditionnels, mais sur une connexion émotionnelle directe avec les auditeurs. Ce qui distingue Mano Solo à ce moment-là, c'est précisément ses capacités à transformer une expérience personnelle extrême en langage universel. Même si ces textes parlent de situations très spécifiques, ils résonnent chez beaucoup de personnes comme quelque chose de profondément humain. À partir de ce moment, sa trajectoire artistique est définitivement lancée. Mais ce succès ne change pas la nature de son travail. Il ne cherche pas à lisser son propos, ni à s'adapter aux attentes du marché musical. Au contraire, il continue à explorer des zones de plus en plus sombres et complexes de l'existence. Son œuvre devient un espace où la fragilité humaine est exposée sans protection. Et cette sincérité radicale va devenir la marque de fabrique de toute sa carrière. La révélation sur scène et l'ascension artistique. Au début des années 1990, la trajectoire de Mano Solo franchit un cap décisif. Après des années passées à expérimenter, à écrire et à se construire dans l'ombre des scènes alternatives, il entre enfin dans une phase où sa voix devient centrale, visible et impossible à ignorer. Ce passage de l'ombre à la lumière ne se fait pas comme une transition douce ou planifiée.
Il s'agit plutôt d'un basculement progressif, porté par l'urgence intérieure et par une nécessité presque vitale de s'exprimer publiquement. Sur scène, Mano Solo n'adopte pas les codes habituels de la chanson française. Il ne cherche pas la perfection vocale, ni la posture du chanteur classique. Ce qu'il propose est beaucoup plus brut, une présence physique et émotionnelle intense, où chaque mot semble chargé d'une vérité personnelle. Ses premières performances dans des lieux comme le théâtre du Tour-Tour à Paris marquent profondément ceux qui y assistent. Le public ne vient pas simplement écouter de la musique, mais assister à une forme de confession artistique. Les chansons ne sont pas interprétées comme des produits finis, mais comme des fragments de vie en train de se dire. Cette approche attire rapidement l'attention d'un public fidèle, sensible à cette sincérité rare. Mano Solo commence à se constituer une audience qui ne cherche pas seulement du divertissement, mais une expérience émotionnelle forte. Son premier album, La Marmaille nue, s'inscrit dans cette continuité. Il ne s'agit pas d'un album conçu pour les radios commerciales, mais d'un projet profondément personnel où la narration et l'émotion priment sur la structure classique des chansons. Les thèmes qu'il aborde sont difficiles. La vie en marge, la solitude, la dépendance, la maladie et la proximité constante de la mort. Pourtant, malgré cette noirceur apparente, il existe toujours une forme d'énergie dans sa musique. Une énergie fragile, mais bien réelle, qui empêche les chansons de tomber dans le désespoir total. Le succès de cet album surprend l'industrie musicale. Pour un artiste aussi atypique, au texte aussi sombre et à la voix si particulière, atteindre un public large n'était pas évident. Pourtant, l'album trouve son public et s'impose comme une œuvre marquante de la scène française alternative. Ce succès ne transforme pas Mano Solo en artiste conventionnel. Au contraire, il renforce son identité singulière. Il refuse de lisser son propos ou de simplifier son écriture pour correspondre aux attentes du marché. Très rapidement, il enchaîne avec un deuxième album, Les années sombres. Comme son titre l'indique, ce projet plonge encore plus profondément dans les thématiques de la douleur, de la lutte intérieure et de la confrontation avec soi-même. Cet album confirme que Mano Solo n'est pas un phénomène passager. Il s'impose comme une voix durable, capable de porter une vision artistique cohérente et intense. Mais c'est aussi à cette période qu'un moment particulier va marquer durablement sa carrière et son image publique. Lors d'un concert au Bataclan, il décide d'interrompre la performance pour s'adresser directement au public. Dans une intervention devenue célèbre, il joue avec une forme d'humour noir et de provocation contrôlée pour parler de sa situation médicale. Il annonce en substance qu'il n'est plus simplement séropositif, mais atteint du sida. Ce geste est extrêmement fort dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, la maladie est encore fortement stigmatisée. Elle est associée à la peur, au rejet et à l'incompréhension sociale. Peu d'artistes osent en parler ouvertement, encore moins sur une scène publique. En faisant cela, Mano Solo renverse les codes du silence. Il transforme une information intime et souvent cachée en déclaration publique assumée. Ce n'est pas une provocation gratuite. C'est un acte de transparence radicale. Il refuse que la honte ou le secret définissent sa relation à la maladie. Il choisit de reprendre le contrôle du récit. Ce moment dépasse largement le cadre d'un simple concert. Il devient un symbole de sa démarche artistique globale, ne jamais cacher la réalité, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Pour beaucoup de spectateurs, cette prise de parole change profondément la manière de percevoir l'artiste. Il n'est plus seulement un chanteur engagé ou un musicien atypique. Il devient une voix qui assume pleinement ses contradictions, ses blessures et sa vérité personnelle. À partir de là, son œuvre prend une dimension encore plus forte. Chaque chanson est désormais perçue à travers ce prisme de sincérité absolue. Dans les années qui suivent, il continue à produire et à se produire sur scène, sans chercher à adoucir son propos. Son écriture reste fidèle à elle-même, directe, émotionnelle, parfois brutale, mais toujours profondément incarnée. Ce qui distingue Mano Solo à ce stade, c'est sa capacité à transformer des expériences personnelles extrêmes en langage artistique accessible, sans jamais les trahir. Il ne cherche pas à universaliser artificiellement son vécu, mais à le partager dans sa forme la plus authentique. Et c'est précisément cette authenticité qui crée la connexion avec son public. Ainsi, au fil de ses premiers albums et de ses performances marquantes, il s'impose comme une figure incontournable de la scène musicale française alternative. Une figure qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à dire ce qu'il considère comme essentiel. Consécration, engagement et première ligne de faille. Après ses débuts marquants, la carrière de Mano Solo entre dans une phase de consolidation artistique, où son identité devient de plus en plus reconnaissable, à la fois dans le paysage musical français et dans les cercles plus alternatifs qui l'ont vu émerger. Son univers ne se limite plus à une simple découverte. Il devient une véritable présence artistique, avec une esthétique,
une voix et une écriture immédiatement identifiables. Cette singularité, qui pouvait sembler marginale au départ, devient progressivement sa plus grande force. Avec la sortie de ses premiers albums, il confirme qu'il n'est pas seulement un artiste de passage. Il s'inscrit dans la durée, avec une œuvre qui s'étoffe et qui gagne en profondeur. Mais cette reconnaissance ne s'accompagne pas d'un assouplissement de son propos. Au contraire, Mano Solo continue d'explorer des thèmes difficiles, parfois encore plus sombres, mais toujours portés par une énergie de résistance. Son album Les années sombres marque déjà une étape importante dans cette évolution. Il approfondit son exploration des blessures intérieures, de la marginalité et de la fragilité humaine. Pourtant, malgré cette noirceur apparente, son œuvre ne tombe jamais dans le désespoir pur. Il y a toujours une forme de mouvement, une tension vers la vie, même dans les moments les plus douloureux. C'est cette ambiguïté qui rend son travail si particulier, une coexistence permanente entre l'effondrement et la vitalité. Dans la continuité de cette période, il s'engage dans un projet collectif avec d'anciens compagnons issus de la scène punk. Ce projet donne naissance à Frères Misère, un album plus orienté vers les thématiques sociales et politiques. Contrairement à ses œuvres plus personnelles, ce disque met davantage en avant une dimension collective. Il s'agit moins d'un récit intime que d'une réflexion sur les réalités sociales, les inégalités et les tensions du monde contemporain. Ce retour à une énergie plus brute, plus collective, rappelle ses premières influences issues du punk. On y retrouve une forme de colère, mais aussi une volonté de dénonciation et de prise de position. Cependant, malgré son importance artistique, ce projet ne connaît pas immédiatement le même succès commercial que ses albums précédents. Cela n'empêche pas Mano Solo de poursuivre son chemin sans compromis. Car une constante traverse toute sa carrière, il ne cherche jamais à adapter son art aux attentes du marché. Il suit sa propre logique, même lorsque celle-ci le met en décalage avec l'industrie musicale. C'est également à cette période que les premières difficultés physiques sérieuses commencent à apparaître. La maladie, présente depuis son diagnostic, ne disparaît jamais. Elle évolue, se transforme, impose des contraintes de plus en plus lourdes. Les traitements deviennent complexes, parfois épuisants, et les effets secondaires commencent à peser sur son quotidien. Pour autant, Mano Solo ne s'arrête pas. Même affaibli, il continue à écrire, à enregistrer et à monter sur scène. Sa volonté de création semble aller au-delà des limites physiques imposées par son corps. Cette période marque donc un tournant important. L'artiste est désormais confronté à une double réalité. D'un côté, une reconnaissance artistique croissante. De l'autre, une fragilité physique de plus en plus présente. Ce contraste devient une partie intégrante de son identité publique et artistique. Sur scène, cette tension est palpable. Ses performances ne sont plus seulement des concerts, mais des expériences où la présence de la maladie, même indirecte, se ressent dans l'intensité de l'interprétation. Sa voix, déjà reconnaissable par sa texture rauque et vibrante, semble porter encore davantage le poids de ce qu'il traverse. Mais plutôt que de l'affaiblir, cette fragilité renforce paradoxalement l'impact de son œuvre. Le public ne perçoit pas seulement un artiste, mais un être humain engagé dans une lutte permanente. Dans le même temps, Mano Solo continue d'explorer différentes formes d'expression. Il ne se limite pas à la musique enregistrée ou à la scène. Il s'intéresse également à la création visuelle, à la mise en scène de ses projets et à des formes artistiques hybrides. Son univers devient progressivement multidimensionnel, mêlant musique, images et narration. Cette diversité témoigne d'une volonté constante de ne pas être enfermé dans une seule identité artistique. Il refuse les catégorisations simples et cherche à élargir sans cesse son champ d'expression. Mais cette expansion artistique se fait dans un contexte personnel de plus en plus complexe. La fatigue physique, les traitements lourds et la gestion quotidienne de la maladie deviennent des réalités incontournables. Malgré cela, il continue à avancer, porté par une forme de nécessité intérieure qui dépasse les contraintes matérielles. Ce qui frappe dans cette période, c'est la persistance de son énergie créative, même lorsque les conditions deviennent difficiles. Là où beaucoup auraient ralenti ou modifié leur trajectoire, Mano Solo maintient une intensité constante dans sa démarche artistique. Cette période de sa carrière peut donc être vue comme une phase de tension permanente entre reconnaissance et fragilité, création et épuisement, engagement collectif et lutte personnelle. Une tension qui deviendra l'une des caractéristiques centrales de son parcours. Le parcours de Mano Solo est celui d'un artiste qui n'a jamais cherché à lisser sa réalité pour la rendre plus acceptable. Il a choisi, au contraire, de la montrer dans toute sa complexité, la douleur, la maladie, les excès, mais aussi les moments de lumière, de création et de lien humain. Ce qui rend son œuvre si marquante, ce n'est pas seulement sa musique, mais la manière dont elle est habitée.
Chaque chanson ressemble à un fragment de vie, une tentative de transformer ce qui fait mal en quelque chose qui peut être partagé. Il n'a jamais séparé l'art de l'existence. Chez lui, tout était lié, la scène, le corps, les émotions, les épreuves. Et c'est précisément cette sincérité radicale qui continue de toucher, même après sa disparition. Son héritage ne repose pas sur une image parfaite ou idéalisée, mais sur une vérité brute, parfois difficile, mais profondément humaine. Une vérité qui rappelle que la musique peut être bien plus qu'un divertissement. Elle peut devenir une forme de survie. Et au fond, c'est peut-être ça qui reste de Mano Solo. Pas seulement des chansons, mais une façon d'affronter la vie sans détour.